curry, poivre, paprika ou encore curcuma. Les épices colorent et décorent les étagères de nos cuisines, mais surtout les plats évidemment. On leur prête souvent des vertus thérapeutiques et ces extraits de plantes se vendent à prix d'or. Mais qu'en est-il vraiment? Les épices que l'on trouve dans nos rayons sont-elles toutes bonnes? Est-ce qu'il faut se fier au prix, à l'apparence, à la provenance, aux étiquettes? Comment bien les choisir et les cuisiner? On a plein de questions à poser à nos invités. À poser notamment à Elsa Abdoun. Bonjour Elsa, bienvenue. Vous êtes journaliste à l'UFC Que Choisir, notre partenaire sur ce dossier. Vous avez comparé plusieurs sortes d'épices. Dans votre dernier numéro, vous nous en donnerez les résultats. À vos côtés, Mathilde Rollinger. Bonjour Mathilde. Vous êtes présidente des épices Rollinger. Vous veillez au sourcing, donc à la provenance et à la qualité des épices. Alors avant de révéler les secrets des épices, nous partons en Auvergne pour découvrir une épice rare et chère, c'est le safran. Sa culture nécessite beaucoup de précision, beaucoup de patience aussi. Et si on en produit en moyenne 85 tonnes par an en Iran, seuls 40 kilos sont produits en France chaque année. Comment et par qui? Réponse dans le reportage d'Astrid Rodeau de Châtenay. Cet or rouge, cette épice d'exception qui nous fait voyager, est en fait récoltée au pied des volcans d'Auvergne. Le safran, c'est le pistil d'une fleur, le Crocus sativus. Et le pistil, c'est la partie rouge qu'on voit ici. Donc, un pistil formé de 3 filaments. C'est ces 3 filaments qu'on va déshydrater et qu'on va utiliser plus tard en cuisine. Une fois qu'il est sec, ça devient l'épice, le safran. Cela fait 11 ans que ce passionné cultive des Crocus sativus. Et ce matin, comme tous les matins entre septembre et novembre, il découvre la récolte du jour. Ça fleurit à l'aube. Juste avant l'aube, elle va pointer, on voit le bout, un germe, et puis d'un seul coup, elle sort. En quelques heures, elle va sortir. C'est-à-dire que la veille, on ne sait pas s'il y aura des fleurs le lendemain. On sait qu'il y en aura, mais on ne sait pas combien. Donc c'est vraiment une surprise. Michel les cueille minutieusement une par une et les dépose dans le traditionnel panier en osier. Mais son safran de luxe, il ne le récolte surtout pas n'importe quand. Tous les matins de bonne heure pour éviter qu'elle ne s'ouvre complètement, qu'elle soit exposée aux UV, aux insectes, à la pluie, aux éléments extérieurs en fait. Le pistil va être forcément plus petit, mais ça va être un concentré. Un concentré, comme on fait le parallèle avec les carottes, une jeune carotte va avoir plein de parfums, de goût, alors qu'une carotte qu'on aurait laissée grossir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de plus, il y aurait la quantité, mais pas la qualité, pas ce parfum. Un parfum qui va dépendre de la région dans laquelle pousse le crocus. Car, comme pour la vigne, l'entretien mais aussi la météo et le terroir sont primordiaux. On va ressentir un safran iodé qui serait un safran breton ou normand, mais surtout breton. Donc va avoir cet aspect iodé. Le safran dans les terres comme ici, volcaniques, va avoir ce côté amer, un peu plus amer. Le safran de montagne a son côté de miel. Une fois la récolte terminée, le plus long reste à faire. C'est l'émondage, autrement dit, la récupération du pistil sur la fleur. Michel le fait sans jamais toucher le pistil avec les doigts pour ne pas altérer les qualités du safran. Pour cela, il s'arme d'une pince à épiler, d'une petite paire de ciseaux à ongles et surtout de patience. Une à une, il coupe les pistils, mais n'en garde que la moitié. Je coupe uniquement la partie rouge écarlate de chacun des filaments. Je ne garde pas la partie orangée, la partie jaune, ce qui me ferait plus de poids, mais qui me ferait perdre de la qualité, parce que cette partie blanche, orangée, jaune est plus amère et n'a pas de propriété en cuisine. Immédiatement après, Michel va faire sécher les pistils pour qu'ils conservent toutes leurs propriétés de goût, de parfum et de coloration. Chaque safranier a son secret de durée et de température. Après le séchage, le safran aura perdu 80% de son poids. Avec les 70 fleurs cueillies ce matin, Michel obtiendra 300 mg, soit seulement 3 petits tubes. C'est ce qui explique en partie son prix très élevé. Il va aussitôt mettre le safran sec dans un pot en verre, à l'abri de la lumière, et le laisser reposer au moins 3 mois pour que le parfum ait le temps de se révéler. Et après cette étape, il pourra se conserver plusieurs années. Chaque année va voir évoluer le safran comme un vin qui vieillit et qui se révèle. J'ai utilisé un safran qui avait 9 ans, qui était excellent. Et le fils de Michel s'est laissé envoûter par cette épice précieuse. Avec le safran de son père, il développe des recettes.
Là, on fait volcanique. on assemble le vin et le safran qui sont de la même origine. C'est ouais. Ouais, bah c'est bon. Sirop de canne au safran, sucre au safran, confit de vin au safran, des produits plutôt classiques transformés en produits de luxe. Il faudra compter au moins 20 € le pot de 40 grammes de confit. Ces différentes boîtes. Alors, le safran, justement, on va en reparler dans un instant, Mathilde Rollinger. Mais avant ça, on voulait savoir quelles sont les épices qui, pour vous, sont incontournables à avoir dans une cuisine aujourd'hui. Alors, ce qui est incontournable, c'est les épices qu'on appelle, il y a 3 catégories en fait. Les épices de feu, donc là c'est la première boîte qu'on a devant nous, avec différents poivres, un poivre noir d'Inde et un poivre blanc du Cambodge. Ouais. Et toujours dans les épices du feu, on a du piment. Donc là, ça pique, épices du feu. Épices du feu, ça pique, ça donne du peps, ça relève. Et le piment que j'ai apporté en poudre, c'est un chipotle meco du Mexique. Donc c'est en force, sur une échelle de 1 à 10, c'est à peu près en 5,5, donc c'est assez médium. Il y a un petit côté fumé, naturellement. Moi, j'en mangerais des tonnes. Et vous avez le piment également en entier à côté. Ensuite, le deuxième groupe d'épices incontournables à avoir, c'est des épices singulières de caractère. Donc, je parle du curcuma, du coriandre, du fenouil. Donc là, on est sur cette boîte-là. Exactement, voilà. Donc, curcuma, cette poudre d'or. Fenouil. Fenouil, ça c'est le cumin. Ah, c'est le cumin. Voilà, cumin. Cumin, bien sûr. Coriandre, donc ce sont les graines jaunes. Et ensuite le fenouil. Le fenouil ici, d'accord. Voilà. Et pour dire c'est indispensable pour vous ? Je trouve que c'est indispensable. Pour dire aussi que les épices, c'est pas que piquant, c'est avant tout des parfums qu'on va mettre dans notre cuisine. Et il y a aussi des épices qui vont vers la douceur. Ah oui, comme la cannelle, la vanille et la muscade qui apportent à chaque fois une douce complexité à la cuisine de chacun. Donc ça, ce sont pour vous les essentiels. Et j'ai oublié le sumac aussi. Le sumac dans le petit bol. Hein. Voilà, le sumac, ce sera pour la note acidulée. Ce sont des petites baies qui sont notamment cultivées en Sicile et qui sont très très dures et qu'on broie ensuite. Et c'est magnifique, même sur un œuf au plat, par exemple. Tout simplement. Voilà. Corinne nous dit, j'ai plein d'épices dans mes placards, mais je ne sais jamais comment les associer entre elles. Vous, ça tombe bien, c'est votre métier. Comment est-ce que vous pouvez aider Corinne pour lui proposer des associations un peu simples ? Alors, une association classique, ça va être de partir de graines de coriandre, de fenouil et de cumin, de mélanger dans un mixeur. Les trois, voilà. À proportion égale, hein ? Non, il y a 2 cuillères, mais bon, je ne voulais pas rentrer dans les... Mais un plus de coriandre, 2 cuillères à soupe de coriandre, 1 cuillère à soupe de fenouil et 1/2 de cumin. Voilà. C'est fort le cumin, on va en reparler après. Mais voilà, c'est pour ça que de l'encadrer, ce cumin, on le maîtrise mieux en fait. Et ensuite, avec ce mélange, vous allez pouvoir l'utiliser ne serait-ce que pour une jolie soupe de poireaux pommes de terre. J'adore la soupe poireaux pommes de terre. Les épices, Elsa Abdoun, on les utilise pour donner du goût, colorer son assiette. On l'utilise aussi pour leurs vertus santé. On leur prête de nombreuses vertus. On dit que c'est anti-cancer, anti-oxydant, anti-inflammatoire. Est-ce que c'est vraiment prouvé, toutes ces allégations, ou c'est La plupart du temps, non. Vraiment, les épices ont un intérêt, mais l'idée que tous les micronutriments, toutes les molécules à l'intérieur vont nous protéger de plein de choses, en fait, ça, c'est basé sur des études qui ont été faites généralement en laboratoire, avec des extraits extrêmement concentrés d'une molécule sur des cellules. Rien à voir avec la réelle consommation de l'épice par l'organisme. Le bon exemple, c'est le curcuma, par exemple. Voilà, ça c'est très à la mode. En réalité, ça n'est absolument pas prouvé que le curcuma a tous ses bénéfices. Par contre, un bénéfice réel des épices, c'est qu'elles vont encourager à cuisiner maison. Et ça, c'est très très bon pour la santé, c'est démontré, il n'y a aucun doute. Hein, ça va éviter les produits ultra transformés qui sont gras, salés, etc. Ça va éviter de trop salé. Et voilà, ça va permettre aussi de cuisiner sain, en évitant le gras et le sel, en donnant du goût autrement. Ça, c'est vraiment très bénéfique. On va revenir au safran. Il y a Noémie qui nous dit « Ça fait plusieurs fois que j'utilise du safran dans mes recettes, mais à chaque fois, ça n'a ni odeur ni saveur. J'ai l'impression de m'être fait arnaquer, justement, Victoire. » C'est vrai que ces arnaques, elles sont assez fréquentes sur le safran, mais pas seulement. Hein. Oui, la répression des fraudes a fait une enquête en 2018 sur les épices en poudre. Et c'est quand même le safran qui arrive en premier. Plus de 80% d'anomalies ont été constatées derrière le poivre. Mais qu'est-ce qu'on fait, par exemple, pour le safran ? On va mettre
c'est pas la bonne fleur, on va mettre une autre fleur. Ou par exemple pour le poivre, on va rajouter de la poudre, mais ça va être de l'amidon ou autre chose. Et du coup, on vous vend en fait au poids quelque chose qui n'est pas l'épice. Et c'est vrai que quand on prend les épices en poudre, on a plus de risques d'avoir des fraudes. Donc il vaut mieux, par exemple pour le safran, je pense sous votre contrôle, préférer le pistil plutôt que de la poudre dont on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Oui, et puis globalement, les versions non moulues, hein, même pour le poivre. Oui, c'est ça. Ça vaut aussi pour le poivre, parce que ça va être difficile d'imiter une baie de poivre. C'est plus difficile que d'imiter une poudre. Dans ce que notait la répression des fraudes, il y avait aussi de souvenirs des broyades noyaux d'olive, des choses comme ça. C'est très facile d'imiter une poudre. Mais bien sûr. Alors après, il y a aussi des techniques pour reconnaître sur le safran, on va rester là-dessus, un safran de qualité. Vous avez une petite astuce à nous donner? Alors, une petite astuce. Alors, on part tout à fait de filaments. Donc là, j'ai choisi un safran du Quercy. Et en fait, une des fraudes, c'est de colorer le safran. Et en fait, si c'est un safran qui est coloré, ça va colorer l'eau dans laquelle je le mets automatiquement. Tandis que si c'est un vrai safran, ça va prendre 3 à 5 minutes. C'est-à-dire que là, le temps qu'on parle, l'eau va gentiment se colorer. D'accord. Et ça indique que c'est un rassurez-nous, naturel. Au prix du safran, ça fait un peu cher le test. On peut l'utiliser, l'eau? On va pouvoir l'utiliser, on va pouvoir le donner en cuisine. Et justement, on va y revenir. Il est plus facile d'utiliser le safran mélangé à un petit peu d'eau au préalable. C'est-à-dire que vous prenez 2 cuillères à soupe d'eau, vous mettez, il faut compter à peu près 3 stigmates de safran par personne dans une recette. Et vous la laissez infuser soit 15 minutes, soit la veille. Et vous avez un concentré de safran que vous allez pouvoir après intégrer à votre recette en fin de cuisson pour pas trop froisser toute la finesse du safran. D'accord, donc on n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Tout doucement, oui. Notre verre, hein. Ça se marie bien avec le poisson, avec les fruits de mer, c'est ça ce qu'on dit en général pour le safran? Oui, c'est effectivement... Il y a d'autres idées peut-être à avoir avec le safran? Oui, alors même une viande mijotée, ça va très bien accompagner tout en finesse le ragoût. Et également tout ce qui va être... le safran aime beaucoup aussi tout ce qui est fruits. Je pense à des compotes de pommes. Alors vous avez une recette à nous donner là-dessus, on va l'afficher, la compote de pommes au cumin et safran. Voilà, tout à fait. Voilà, avec des pommes, de la cannelle, du cumin, et puis un peu de piment, d'Espelette ça va vraiment aux deux, et ça va apporter vraiment une grande finesse. C'est extrêmement parfumé. C'est très élaboré. C'est très, très, très puissant. À propos de cumin, il y a Camille qui nous dit « Quand j'assaisonne mes plats avec du cumin, ça couvre le goût des autres produits que je cuisine. Comment faire pour bien le doser ?» C'est à utiliser avec parcimonie, c'est ce que vous nous dites. Alors le cumin, c'est une toute petite graine, mais petit mais costaud quelque part. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à l'encadrer avec d'autres épices, comme je le disais tout à l'heure, avec de la coriandre, du fenouil, pourquoi pas un peu de curcuma aussi. Et une des astuces pour utiliser le cumin, pour lui donner encore plus de saveur, c'est de le torréfier en fait. C'est ce qu'on a fait là, c'est ce que vous avez. Voilà, donc vous avez la différence entre cumin traditionnel et cumin torréfié. Alors quel est votre tour? On a l'impression que c'est presque une autre épice. Mais c'est ça qui est magique en fait. La version torréfiée, c'est très carrément. Ça sent quelque chose, le torréfié, tandis que l'autre, j'avoue qu'à l'odeur. C'est moins puissant. Même si j'ai un petit rhume, là, non. Ah oui, ça joue peut-être. Ouais. Ça va exhaler les saveurs. Vous allez avoir des notes un peu sésame, un peu torréfié, noisette. Est-ce que c'est le cas un peu pour toutes les épices, que ça vaut le coup quand même de les torréfier? Alors, surtout les épices à graines, sauf le poivre. Mais que ce soit le fenouil, la coriandre, alors torréfier, chacun peut le faire chez soi. Il suffit de prendre une poêle adhésive, de la mettre un peu à feu vif. Et là, une fois qu'elle est bien chaude, vous mettez les épices, en l'occurrence, là, comme on a fait pour le cumin. Et ensuite, c'est comme les crêpes, vous remuez. Sans huile, vous voulez dire? Sans huile, à même... on chauffe les épices. Et elles vont commencer à chanter, ça va commencer à sentir doucement. Et là, vous aurez vos épices torréfiées. Et que vous, derrière, vous pourrez mélanger notre cumin torréfié avec coriandre et fenouil. Et vous avez un super petit mélange à la maison. Mylène nous dit « Je confonds toujours le cumin et le curcuma. Pouvez-vous m'éclairer ?» Donc, on va y revenir sur les détails. Mais vous, Elsa, vous avez analysé plusieurs sortes de curcuma dans le cadre de votre enquête. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, là-dessus, sur le curcuma qui est très à la mode, Oui, et on a vu différentes qualités, c'est très variable. Je crois que les notes qu'on a attribuées vont de 12 à 18. Le meilleur, voilà, ça c'est les 10 références qu'on a analysées, bio, non bio, marque distributeur ou grande marque. Le premier du classement, c'est Éthicable devant Albert Ménès et Auchan Bio.
Exactement. On a 2 bio dans le trio de tête, mais on a un Ducros bio qui se classe en 8e position. Donc le bio n'est pas forcément synonyme Bien de sûr, qualité. le bio, c'est synonyme d'une, on va dire, grande probabilité d'avoir peu de contamination par les résidus de pesticides. Voilà. Après, pour tout le reste, le cahier des charges ne dit rien sur la teneur en curcumine, par exemple, qui est un critère de qualité du curcuma, c'est son pigment. Donc voilà, il y a beaucoup de critères à prendre en compte et effectivement, le bio n'est pas un gage absolu de qualité. Comment est-ce qu'on doit faire pour essayer justement de ne pas se tromper quand on choisit l'un de ces petits contenants? Là, c'est difficile. Hein. C'est difficile, d'autant que ce qu'on a vu, c'est que la qualité n'est pas toujours corrélée au prix. Il y a des mauvaises surprises parmi, en tout cas dans les marques distributeurs qu'on a analysées, c'était pas évident. Donc je dirais qu'à part sur la question des résidus de pesticides en bio, il y a quand même beaucoup d'autres critères et sur ces critères-là, c'est à mon avis difficile de savoir. Vous nous avez apporté 2 sortes de curcuma différents, Mathilde. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces curcumas? Parce que là, à l'œil nu, je ne vois pas de grande différence. Il y en a un qui est peut-être un petit peu plus foncé. Différence de couleur. Voilà. Alors, ces 2 curcumas qu'on a sélectionnés, ils ont tous les 2 été... donc, il y en a un Inde qui provient d'Inde du Sud et un autre du Sri Lanka. Les 2 ont été récoltés en février 2020. Bon. Ils sont issus de notre sélection. Ils satisfont nos critères. Ils sont de culture en agriculture biologique, non intensive. Et en fait, je vous les ai apportés pour vous montrer que on peut avoir le jeu des terroirs dans les épices. Vous allez voir. Vous sentez la différence ou pas? Alors, vous le goûtez les curcuma, deux, là. donc c'est deux qu'on utilise. L'Inde, on le propose à la vente au détail. Et le Sri Lanka, on va l'utiliser dans les mélanges d'épices qu'on élabore à Cancale. Et les 2 sont intéressants. Il y en a un qui va être l'Inde. Vous allez peut-être commencer par celui-là où il va avoir une douceur fruitée très ronde. Tandis que le Sri Lanka va être un petit peu plus sur la fraîcheur, rappeler un petit peu le... C'est difficile, hein? Ce sont des nuances qui ont tendance à m'échapper, moi. Bah, oui. C'est pas assez initié, je pense. Toi, tu la sens, la subtilité, Victoire? C'est différent. Ce Ce qui est rigolo, c'est quand on mange du cumin et qu'après on mange du curcuma, ça fait encore une autre note. On voit que le mélange des 2, c'est ça marche bien, tu trouves? Ah oui. En tout cas, pour toi, ça n'a rien à voir, pour répondre à ce que disait notre téléspectatrice qui n'arrivait pas à faire la différence entre les deux. Ça n'a absolument Ça n'a rien à voir. Alors, pour rappeler, donc, le curcuma est un rhizome comme le gingembre, donc ça pousse sous terre. C'est comme une espèce de grande main qu'on a sous terre. Voilà. On peut l'acheter frais d'ailleurs, râpé. Alors nous, on l'achète en poudre. Tout le travail de transformation est fait par les producteurs sur place. D'accord. Ils ont ce savoir-faire et en fait, ce qu'on oublie souvent de dire dans les épices, c'est que il faut une belle culture, mais il faut savoir les transformer derrière, comme un grand vin, comme un chocolat. Et pour le curcuma, en fait, donc ces rhizomes, on les lave. Ensuite, on les coupe en lamelles. C'est séché au soleil et ensuite c'est réduit en poudre et on obtient cette poudre d'or incroyable qui a toujours cette douceur fruitée et là avec des nuances. Alors nous on n'est pas sur des produits standards donc même selon les années les goûts vont évoluer. Et là en fonction de 2 terroirs, eh bien il y a des nuances et c'est en ça que c'est intéressant. C'est pas dire l'Inde est mieux que le Sri Lanka, c'est au contraire de voir cette diversité et que de dire qu'on peut avoir des crus d'épices. C'est l'un des ingrédients de base du curry, qui est un. On sent le curry venir. Ça appelle au curry parce que effectivement, ça fait partie. Ça va apporter cette couleur différents currys indiens, anglo-indiens, au masala, au colombo également. Ah oui. Et le curry, ça fait partie de ces épices à surveiller dans les rayons parce que là aussi, il y a des petites arnaques, Elsa. Ah oui, le curry, c'était assez impressionnant. C'est amusant, entre guillemets, puisqu'on a fait tout un tas de tests en laboratoire pour déceler toutes sortes de choses sur les currys. Et finalement, le résultat qu'on a trouvé le plus intéressant, c'est celui qu'on peut lire sur l'étiquette, en fait. Il suffisait de ça. 6 étiquettes sur 10, sur ces 10 références, il y en a 6 qui contiennent des ingrédients qui n'ont strictement rien à faire là. Alors, il y a tout un mélange d'épices qui sont les bienvenus. Et puis, à côté, il y a farine de pois chiche, amidon de pommes de terre. Donc ça permet, en fait, c'est des agents de charge. Ça permet de faire du poids peser plus lourd. Ah oui, d'accord. Voilà. Il y a aussi du sel dans certains. Donc, on peut se dire, le sel, pourquoi pas, ça donne du goût. Mais bon, là encore, le sel, ça coûte moins cher. Et on en a tous chez nous. On peut le rajouter à part. On n'a pas besoin de l'avoir dans ce mélange d'épices. C'est pas ça qu'on achète. Et un dernier contient aussi du sirop de glucose. Bref. Donc, bien regarder l'étiquette quand on achète. Ce qui veut dire que du coup, on achète dans le commerce des épices qui coûtent extrêmement cher. Alors, oui, par rapport au poids qu'on a, globalement, il y a des grosses boîte différences de n'est prix pas entre ruineuse. les Mais produits.
Alors Ça nous, va du on a, simple au pris, triple on a pris des produits dans une gamme de prix, disons, assez restreinte. On n'a pas pris le haut de gamme, mais bien sûr, ça va globalement, je dirais, de 10 à 60 euros le kilo, ce qu'on a analysé. On va finir avec une question de François qui nous dit comment se conservent les épices, en particulier le safran. Globalement, comment ça se conserve, les épices? Alors, les deux ennemis des épices, c'est l'humidité et la lumière. Donc, le mieux, c'est de mettre dans un contenant fermé et dans un placard à l'abri de la lumière. Surtout pas les mettre pour faire joli dans sa cuisine. C'est ça. Les pots devraient être opaques, en fait. Alors, il suffit de les mettre dans un... En même temps, les pots... C'est agréable de les voir. Voilà, Ouais, c'est c'est agréable ça. de les Eh voir, mais il faut les mettre dans son placard. Mais et dans ce cas-là, on peut les garder, ça se périme jamais les épices. Alors, ça peut perdre un peu en intensité. mais- Voilà, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, nous on considère qu'au bout de 2 ans, ça perd en force, en parfum, mais on ne sera jamais malade en Bien prenant sûr. des épices un peu plus tard. Après, la fraîcheur des épices est au plus près de la récolte au moment de l'achat, c'est ce qui est important quand même. On va finir par cette petite astuce pour déguster apprécier le le poivre. poivre, Oui, pour l'apprécier. Voilà, pour apprécier faut le le- poivre, alors c'est tous les sens, il faut le sentir non moulu, le sentir une fois moulu, et ensuite pour le goûter, aller un petit peu plus loin dans la dégustation, de le mettre sur un fromage blanc qui est une base neutre. Donc là, je vous ai mis un poivre noir T'en as pris trop d'un coup, là. Moutier-Armoudi. C'est un poivre noir d'Inde, c'est comme un cépage dans le vin, c'est une variété spécifique, le Moutier-Armoudi, qu'on trouve au sud du Kerala. Et donc, il est fort, hein? Et Il est costaud, ouais. il est très chaleureux et on va être sur des... Ça, ça me- Voilà. Il est chaleureux, ouais. Et- Je mange du piment, j'ai été surprise, là. T'en as Et peut-être pris trop d'un coup, ouais. Boisé mielé. Ouais, non, mais il est bon. Ah, et bah, très bien, on terminera Vas-y, sur oui. cette note-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à Eva Lopez-Hérault qui nous a aidé à préparer ce dossier. C'était son premier. Bravo Eva. Félicitations à elle. Et on va maintenant aller retrouver Farida pour déguster sa recette du